République centrafricaine, plus précisément dans les localités qui jusque-là vivaient dans une torpeur. Les FACA et l'armée russe ont donc décidé de reprendre ces territoires entre les mains des rebelles. Cas de figure, Gamboula, libéré de l'emprise des rebelles par les forces armées russes et bien sûr les FACA, car après avoir contrôlé pendant quelques jours cette ville de Gamboula, située dans la préfecture Mambéré-Kadé, les bandits armés venus des casernes de la rébellion gérée par François Bozizé ont été mis hors d'état de nuire par l'armée russe. Une réaction sécuritaire qui est venue soulager les populations de cette localité qui jusque-là vivaient justement dans une peur sans pareil. Même cas de figure il y a quelques semaines de cela du côté de Bangassou, à quelques jours seulement de l'élection présidentielle. Cette autre ville également s'est donc vue libérée de l'emprise des rebelles, et ceci par les prouesses des soldats russes et bien sûr des FACA. Il faut dire, pour le cas de Gamboula, la petite ville a retrouvé son calme habituel et sa sérénité grâce à une offensive des FACA et de l'armée russe qui ont lancé une attaque contre les positions des rebelles qui sillonnaient dans la ville ces derniers jours en commettant des forfaits crapuleux sur des populations civiles. Face donc au lourd déploiement des forces loyales, les rebelles issus de la coalition CPC, composée bien sûr des mercenaires venus du Soudan et du Tchad, en renfort aux anciens rebelles de la coalition Seleka et Anti-Balaka, n'ont pas eu d'autre choix que de prendre la poudre d'escampette, car il est plus qu'évident que ces mercenaires ne peuvent pas résister face aux puissances de feu des éléments des FACA appuyés par les soldats russes et ceux de la MINUSCA qui ont pour objectif la défense de l'intégrité nationale et surtout la protection des populations civiles. Dans ce combat qui ne compte pas s'arrêter tant que la Centrafrique n'aura pas totalement retrouvé ses lettres de noblesse en termes de sécurité nationale, l'on dénombre plusieurs morts et des blessés dans les rangs des criminels. Preuve que force revient au maintien de l'ordre dans le pays. Cette démonstration de force par l'armée loyale qui a donc mis en déroute les rebelles de la coalition pour le changement entend poursuivre son action dans toute la région de Mambéré-Kadé, la Nana Mambéré, pour atterrir finalement à Louhampande et bien d'autres régions du pays avec objectif, comme nous le disions plus haut, la protection des civils. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Afrique Média. Bienvenue sur cette édition Ligne Rouge qui s'intéresse à la situation sécuritaire du côté de la République centrafricaine. On va le dire, une situation sécuritaire qui, voilà, au regard bien sûr des derniers bilans, est au beau fixe ou du moins gagne des points, notamment avec la présence des FACA et des soldats russes, lesquels se font appuyer par les soldats rwandais de la MINUSCA, mais également cette synergie africaine en termes d'armée qui, voilà, cette synergie qui a décidé de déposer ses valises au chevet de Bangui, pour parler bien sûr de la République centrafricaine, et repousser au loin les rebelles, repousser au loin justement tous ces bandits armés qui jusque-là pensaient détenir tout simplement le contrôle de certaines villes de la République centrafricaine. Il y a quelques jours de cela, c'est bien sûr la ville de Gamboula qui s'est donc vue libérée de l'emprise de ces bandits armés, et ceci grâce bien évidemment au fort déploiement des soldats russes et bien sûr des forces armées centrafricaines. Mais quelques jours avant l'élection présidentielle, un autre cliché positif, la libération, ou la reprise, on va le dire ainsi, de la ville de Bangassou par les forces armées, parce qu'il faut le dire, Bangassou qui avait été attaqué quelques jours avant l'élection présidentielle par des groupes rebelles qui, voilà, pensaient justement freiner ou du moins empêcher la tenue de l'élection présidentielle. Fort heureusement, les FACA, avec ce fort soutien des soldats russes, ont pu récupérer la ville de Bangassou. Et ceci dit, ce sont des actions qui vont se poursuivre. Parole justement de ces forces de maintien de l'ordre du côté de la République centrafricaine qui n'entendent pas s'arrêter en si bon chemin pendant qu'ils auront fini justement d'en découdre avec ces bandits armés, avec justement ces rebelles qui viennent prêter main forte à François Bozizé. Nous en parlons donc ce matin, chers téléspectateurs, avec vous, mais aussi avec nos invités. Maître Janvier Momo est là. Bonjour.
bonjour et bienvenue. Madame Linda, bonjour pour cette spéciale matinale de ce vendredi 8 janvier 2021. Je pense que la Centrafrique mérite que l'attention des panafricanistes et des Africains s'y attelle. Pourquoi? Parce que après l'élection du 27 décembre, nous avons pensé à un moment donné que l'autorité nationale des élections, qui a donné les résultats provisoires avec Faustin Archange Touadéra comme élu, devait calmer la situation, mais que non. Nous voyons que François Bozizé et SSB, ils n'ont pas cessé, ils n'ont pas arrêté leur menée subversive en République centrafricaine. Alors, ils trouvent en face une armée, les FACA, les forces armées centrafricaines, qui ont bénéficié d'une préparation adéquate avec le soutien de l'armée russe, qui ont des appuis de la communauté internationale, notamment les forces rwandaises, les forces camerounaises et une partie des forces congolaises. Donc je pense que le jour ne fait que se lever en République centrafricaine. Nous allons assister les jours prochains à une certaine libération totale de ce pays. Et nous le disions avant-hier lors de l'émission Appel sur le continent, qu'en réalité, le président Faustin Archange Touadéra devra, si les résultats de l'élection du 27 décembre sont confirmés par la Cour constitutionnelle, il devra se revêtir, Madame Linda Dédi, du manteau du chef de l'État, chef suprême des forces armées. Je pense qu'il est déjà en train de le faire, puisque ces deux villes continuaient d'être le bastion de François Bozizé avec ses acolytes, pour tenter de remettre la Centrafrique à nu, tenter de remettre la Centrafrique dans une sphère de déstabilisation qui n'est pas acceptable aujourd'hui. Et je pense que c'est lui qui sera au dépourvu. Au dépourvu, pourquoi? Parce que désormais, tous les États voisins de la République centrafricaine, tout le peuple centrafricain est pour la paix. Personne aujourd'hui en République centrafricaine ne peut plus accepter que la spirale d'instabilité continue dans ce pays qui a besoin de paix, ce pays qui a besoin de stabilité, ce pays qui a besoin de concorde entre les différents enfants de cette nation pour se développer. Je pense que François Bozizé devrait en réalité se reculer à défaut de laisser tomber ces idées qui consistent à remettre la Centrafrique à feu et à sang. En réalité, en face aujourd'hui en République centrafricaine, nous avons une certaine sérénité, c'est que non seulement les FACA sont à mesure de faire face, mais aussi et surtout, il y a cette assistance russe qu'il ne faut jamais perdre de vue, qu'il faut toujours féliciter. Pourquoi? Parce que nous avons vu une Russie qui continue à assister la République centrafricaine dans des grands efforts pour retrouver la paix et la stabilité. Donc, les villes qui sont en train de tomber petit à petit sous le giron des forces armées centrafricaines vont concourir non seulement à la paix, mais aussi au développement de la République centrafricaine. Vous savez, Madame Linda, Faustin Archange Touadéra et son gouvernement n'ont pas géré ce pays, n'ayant pas la maîtrise totale du pays, c'est-à-dire n'ayant pas la maîtrise superficielle de tout l'État centrafricain. Donc, il est question de faire reculer, à défaut de faire tomber toutes ces villes, tous ces rebelles qui tiennent aujourd'hui des villes qui tiennent en respect certaines villes centrafricaines et clament haut et fort que tôt ou tard ils iront à Bangui renverser le régime qui est installé démocratiquement, il faut le dire en réalité, depuis le 27 décembre 2020. Alors, Maître Janvier Momo, oui, c'est vrai que de plus en plus, les FACA qui bénéficient du soutien russe gagnent du terrain. Oui. Cela se justifie notamment avec les bilans que nous avons en notre possession. Au départ, c'était la ville de Bangassou et on a justement vu tout un tapage, un balai médiatique des Occidentaux là-dessus qui prenait du plaisir quand même à désinformer l'opinion publique sur la réalité du terrain, bien sûr, du côté de Bangassou. Mais fort heureusement, aujourd'hui, les actes parlent d'eux-mêmes. Les populations de Bangassou peuvent vaquer à leurs différentes occupations. Et aujourd'hui, il s'agit bien sûr de Gamboula, qui, il y a quelques jours, était neutralisé justement par ces groupes armés, ces rebelles qui, voilà, malgré les défaites rencontrées, insistent quand même dans la bêtise, ça il faut le dire ainsi. C'en est une. Ils insistent dans la bêtise, mais comment comprendre justement que ces rebelles aujourd'hui puissent être armés? Écoutez, le phénomène, le problème de l'armement des rebelles en République centrafricaine
est un problème qui ne peut pas trouver de solution viable. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui nuitamment concordent avec des rebelles. Mais le jour venu, ils sont avec des autorités publiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans la coopération internationale, nous savons qui sont derrière ces rebelles. C'est l'Occident qui est derrière ces rebelles. C'est l'Occident qui arme ces rebelles, Madame Linda. C'est l'Occident qui donne les armes à ces rebelles pour remettre la Centrafrique, pour maintenir la Centrafrique dans l'instabilité avec bénéfice pour eux, l'exploitation des ressources minières, l'exploitation, toutes les zones occupées en Centrafrique par des rebelles sont des zones où il y a une forte exploitation des diamants, une forte exploitation de l'uranium, du moins une exploitation parfois même artisanale, et une forte exploitation d'or. Donc vous comprenez que ceux qui arment la République centrafricaine le font avec un grand intérêt. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'ils reçoivent en retour. Peut-être c'est le troc, parce que très souvent, ils n'attendent pas aller vendre ce fruit de la guerre, ce fruit du sang dans le marché international pour s'approvisionner en armes. Très souvent c'est le troc, c'est-à-dire ils puisent ces richesses, ils les échangent avec des armes. Voilà pourquoi l'instabilité en République centrafricaine doit prendre fin. Et cette instabilité a perduré justement parce qu'il y avait de la ressource pour alimenter les groupes rebelles. Cette ressource, elle est connue, c'est de l'or, c'est le diamant, c'est l'uranium et toutes les ressources minières que comporte la République centrafricaine. Donc vous le disiez tantôt, c'était Bambari, après Bangassou. Et aujourd'hui, c'est l'un des fiefs, pour ne pas dire le fief attitré de François Bozizé qui est tombé. Il est tombé pourquoi? Parce qu'après les attaques aériennes conjuguées des forces armées centrafricaines de l'armée russe, il y a eu à un moment donné une débandade. Vous n'avez pas oublié que certains de ces mouvements ont tenté d'entrer du côté du Cameroun. Fort heureusement, l'information avait déjà fuité, avait circulé au niveau de Yaoundé, et les autorités camerounaises ont pris des dispositions sur ce corridor pour empêcher que ces fauteurs de troupes qui avaient dans leur emploi du temps un certain mouvement de libération du Cameroun, le MLC, qui devait, après avoir déstabilisé, après avoir renversé le régime de Bangui, s'intéresser à la situation camerounaise. Fort heureusement, l'information a circulé et puis cette coopération militaire a permis qu'aujourd'hui, ces rebelles se retrouvent aujourd'hui abandonnés. Certains sont en brousse. Ils se comportent aujourd'hui comme des avions sans radar, c'est-à-dire ils n'ont plus de direction où partir parce que au nord, vous avez le Tchad avec le maréchal du Tchad qui a bloqué les frontières, qui a ordonné une surveillance accrue au niveau des frontières pour que les rebelles n'entrent pas. Au niveau de l'ouest, c'est le Cameroun qui, dans son corridor de la frontière avec la République centrafricaine, a installé le bataillon d'intervention rapide. Et je pense que le Congo, Brazzaville, de l'autre côté, a également pris d'autres dispositions. Donc, ces forces se retrouvent aujourd'hui un peu égarées parce que elles sont obligées de rester en République centrafricaine. Et nous leur demandons, nous continuons à leur dire qu'il faut brandir un petit mouchoir tout blanc en disant nous abdiquons, nous sommes pour la paix en République centrafricaine pour que le gouvernement centrafricain s'intéresse à leur situation. Je pense que c'est ce qui va arriver dans les jours à venir puisque le gouvernement centrafricain est engagé dans cette entreprise de ne plus laisser un pan du territoire centrafricain entre les mains des rebelles, Madame Linda. Alors, ces rebelles qui ne lâchent pas prise, est-ce que vous pensez sincèrement, puisqu'on va le dire, sans toutefois verser dans les injures, mais on a quand même comme l'impression que ce sont des personnes qui sont bornées, parce que s'il fallait se référer à ce qui s'est passé en Centrafrique il y a quelques années de cela, avant l'arrivée du président Faustin Archange-Touadéra, il est clair que normalement, pour un Centrafricain qui veut voir son pays changer, il ne devrait même pas accepter de se faire manipuler de la sorte. C'est le problème centrafricain, Madame Linda, votre question est intéressante, c'est le drame de l'Afrique. C'est le drame de l'Afrique, pourquoi? Parce que lorsque vous avez des enfants qui sont enrôlés dans les mouvements rebelles, ce sont des enfants qui n'ont pas eu le temps de l'instruction et même de l'éducation de base sur le plan familial. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce sont des personnes dont le disque dur est entièrement conçu pour nuire. Parfois eux-mêmes, Madame Linda, ils ne savent pas
qu'ils sont en train de poser un problème sérieux à leur propre pays. Donc, ils subissent non seulement ce lavage de cerveau, avec ambition première, ce qu'on installe dans leur tête, c'est d'aller à Bangui, de renverser le pouvoir en place, de renverser les institutions en République centrafricaine, de maintenir la République centrafricaine en guerre. Donc, nous ne pouvons pas continuer d'accepter une Afrique avec des enfants enrôlés dans l'armée, avec des enfants qui n'ont pas eu le temps de l'instruction, avec des enfants qui n'ont pas eu le temps de l'éducation, avec des enfants qui n'ont pas eu le temps de la remise en cause d'eux-mêmes. Parce qu'à un certain âge dans la vie, lorsque vous évoluez, vous vous remettez en cause. Quand vous vous remettez en cause, cela permet une orientation. Vous pouvez dire, je pense que je suis ceci et je peux faire telle ou telle autre chose. Or, ceux que vous voyez, ceux qui suivent François Bozizé, ceux qui suivent Noureddin Adam, tous ces rebelles, ce sont très souvent des personnes qui sont enrôlées parce que, premièrement, ils n'ont pas eu le temps de l'éducation. Ils n'ont pas eu le temps de l'instruction. Et très souvent aussi, il faut le noter, le clivage religieux. On vous dit, vous devez aller en guerre contre les chrétiens, vous devez aller en guerre contre les musulmans, justement parce qu'ils ne sont pas comme vous. Ce sont autant d'éléments qui sont éliminés individuellement, personnellement, avec l'instruction, avec l'éducation, qui permet de comprendre que l'autre a sa façon, a sa raison d'être, bien qu'étant différent de moi. L'autre, bien que n'ayant pas les mêmes obédiences religieuses que moi, a aussi besoin de vivre. Nous devons coopérer, nous devons vivre ensemble dans une même sphère étatique. Donc je pense que les mouvements rebelles ont bénéficié, profitent de cette situation en République centrafricaine. D'ailleurs, ce sont des mouvements qui non seulement détruisent des écoles et des institutions sanitaires, mais aussi et surtout détruisent ces mouvements détruisent des logis qui habitent des cathédrales, des mosquées qui abritent ceux qui ne sont pas de la même obédience religieuse que donc. En Centrafrique, vous avez vu des musulmans attaquer les chrétiens dans des églises et parfois des chrétiens aussi attaquer les musulmans dans des mosquées. Donc, ce sont des éléments qui s'éliminent facilement par une instruction véritable qui permet de comprendre l'autre, d'accepter l'autre et de vivre avec l'autre dans une même sphère territoriale. Alors, Mehmet, c'est une situation quand même qui reste très ambiguë quand on sait qu'il y a des accords de paix qui ont été signés à Khartoum entre plusieurs groupes armés et le gouvernement. L'accord de Khartoum de février 2018 a fait rêver plus d'un. Parce qu'à un moment donné, nous avons pensé qu'avec ces accords, la République centrafricaine devait quitter le domaine de définition de la déstabilisation, devait quitter la surface de la déstabilisation, devait quitter, Madame Linda, le cercle vicieux de la déstabilisation pour entrer définitivement dans la paix. C'est la raison pour laquelle les accords de Khartoum ont été salués par tous ceux qui pensent du bien de l'Afrique et de la République centrafricaine. Vous savez qui sont ceux qui ont été les instigateurs de ces accords de paix? Premièrement, le président Faustin Archange Touadéra y tenait. Personnellement, il y tenait. Pourquoi? Parce que lorsque vous avez une ambition de gouverner un pays en paix, vous posez des actes qui sont jugeables, des actes qui peuvent être interprétés de façon positive. À côté du président Faustin Archange Touadéra, vous avez tout le peuple centrafricain. Ce peuple qui, depuis 70 ans, vit dans une sphère d'instabilité politique et sociale qui n'a pas permis à ce grand peuple de démarrer. Donc, il y avait ce grand peuple centrafricain qui voulait la paix. La paix et la paix à tous les prix. Vous avez des partenaires qui ont encouragé, qui ont même financé des réunions hors République centrafricaine, ce sont les partenaires russes. Les Russes ne sont pas seulement aux côtés de la Centrafrique dans des théâtres d'opération. Ils l'ont été dans l'initiative pour gagner la paix en République centrafricaine. Vous avez des organisations, l'organisation régionale comme la CEMAC qui a encouragé cet accord de paix de Khartoum. Vous avez l'Union africaine qui a encouragé ces accords de paix de Khartoum. Vous avez même l'Union européenne. Elle est omniprésente, bien que très souvent nous ne savons pas les desseins qu'elle cache. Parce qu'en réalité, certains pays de cette Union européenne sont les mêmes qui, nuitamment, viennent déstabiliser la République centrafricaine. Donc, les accords de paix de Khartoum sont arrivés un peu comme
de l'eau, une goutte d'eau au désert. On a pensé que dans ce désert de déstabilisation, la République centrafricaine avait eu des gouttes d'eau nécessaires. Or, la remise en cause de ces accords de paix de Khartoum et de Bangui nous a fait comprendre à un moment donné que ces mouvements rebelles en République centrafricaine ne sont pas mus d'initiatives véritablement de paix. Que ce sont des mouvements qui, à tout moment, sont capables de remettre la Centrafrique à feu et à sang. Et pour preuve, à la veille de l'élection présidentielle du 27 décembre dernier, ils ont tous dénoncé les accords. Vous savez ce que veut dire dénoncer un accord? C'est-à-dire le remettre complètement en cause, renier les termes de cet accord et refuser d'appliquer les termes de cet accord. Alors vous comprenez qu'en réalité, ces mouvements rebelles ne sont pas des mouvements en qui il faut faire confiance. S'il fallait faire confiance à ces mouvements rebelles, il fallait tout simplement observer leur comportement préélectoral. Parce que la crise préélectorale qui a été créée en République centrafricaine, c'était pour refuser, pour faire renvoyer l'élection présidentielle et mettre le gouvernement du professeur Faustin Archange Touadéra dans ce que nous appelons l'illégitimité. On devait tout simplement vous dire, nous avons besoin aujourd'hui d'un gouvernement de transition parce que vous êtes illégitime. Donc, les accords de paix de Khartoum, qui ont été parachevés à Bangui, nous ont fait croire à un moment donné, Madame Linda, que la République centrafricaine avait traversé un grand pont. Le pont de la turbulence, le pont de l'instabilité sociale, le pont de l'instabilité politique et surtout le pont de la pauvreté. Ce pays est condamné dans la pauvreté par des hommes. La pauvreté que vous avez en République centrafricaine est une pauvreté fabriquée de toutes les pièces. Parce que je le dis, et j'ai l'habitude de le dire, nous le disons, Madame Linda, la Centrafrique est l'un des pays les plus riches du monde. Donc, avec la remise en cause de ces accords de paix, vous et moi avons compris que les mouvements rebelles qui avaient participé à ces accords, et à la faveur desquels accords, certains de leurs membres ont été enrôlés dans le gouvernement. Alors, quoi de plus normal aujourd'hui que le gouvernement, le pouvoir centrafricain entre véritablement en guerre contre ces mouvements rebelles, en qui il ne faut plus continuer à avoir confiance. Ne soyez pas surpris. Bambari, Bangassou et toutes les autres villes, ces villes vont tomber une à une jusqu'à ce que le pouvoir centrafricain ait la jouissance totale de tout le peuple, de toute la superficie de ce pays qu'est la République centrafricaine. Merci à vous, Maître Janvier Momo. Et nous le disions, notre de nos invités nous a donc rejoint sur ce plateau. Il s'agit de Jules Diawé, qui est en notre compagnie. Bonjour et bienvenue. Bonjour madame, bonjour aux téléspectateurs d'Afrique Média, bonjour à l'Afrique. Un vibrant bonjour aux FACA, aux Forces armées centrafricaines, et un autre vibrant bonjour au général Lapadjo, qui abat un très bon travail sur le terrain avec le chef d'état-major des armées centrafricaines. Bonjour à ce peuple vaillant. Bonjour à toute l'Afrique. Alors, Jules Diawé, nous parlons justement des prouesses des FACA, les forces armées centrafricaines, aux côtés de l'armée russe, qui de plus en plus se démontre par des victoires, parce que ces forces, du moins moi ce que j'appelle l'armée loyale, continuent d'ailleurs un travail de ratissage et bien sûr de récupération des territoires centrafricains qui jusque-là étaient encore sous l'emprise des groupes armés. Et un dernier cas de figure, c'est bien sûr la ville de Gambari qui, voilà, aujourd'hui, où les populations sont libres d'aller et de venir. Les populations ont évacué carrément cette peur qui les habitait il y a quelques jours de cela. Et ceci grâce bien sûr au déploiement massif des FACA et des forces armées russes. Quelle analyse est-ce qu'on peut en faire ce matin? Une analyse froide et objective, madame. Le mathématicien de Bangui, le professeur Archange, Faustin Archange Touadéra, est un fin stratège.
les FACA se sont déployés. Prenons le cas du corridor routier Cameroun-Centrafrique, qui a été occupé par les rebelles du 3R. Ces rebelles qui ont signé une alliance avec le putschiste voyou François Bozizé, le porteur du mal, celui-là qui depuis 30 ans sème la désolation en Centrafrique. Ils ont signé un accord qui a donné lieu à une plateforme qu'on appelle la CPC. Et au sein de cette CPC, vous avez des groupes armés et des partis politiques. Et ils ne se sont pas cachés. La CPC a revendiqué le coup d'État manqué. La CPC revendique la déstabilisation des villes centrafricaines. Donc, vous voyez que l'ennemi est connu. Et quand l'ennemi est connu, il ne reste plus qu'à l'armée de déployer des stratégies pour arrêter, mettre fin à ces crimes posés par cette bande de voyous. Et c'est ce qui est fait. Le problème de la Centrafrique, le problème des groupes armés, tire sa naissance de la mauvaise interprétation ou application des textes de l'ONU. C'est pour cela que nous ne pouvons pas débattre de cette question sans poser sur la table l'épineux problème de la levée d'embargo. Très honnêtement, qu'est-ce qui peut expliquer que l'ONU refuse de lever l'embargo à un État qui a fait ses preuves, pendant que cet État en face a des groupes rebelles surarmés? Il y a un problème à ce niveau-là. La diplomatie centrafricaine travaille d'arrache-pied depuis 5 ans, depuis 5 années, pour résoudre ce problème. Et pendant que ce problème est en phase de résolution, les groupes armés, un monsieur appelé Bozizé débarque, démobilise les rebelles qui étaient en train d'être mobilisés pour le désarmement, le DDR, et les ramène sur la voie de la guerre. Et face à cette bêtise, le régime de Bangui a pris ses responsabilités. Le président Touadéra a pris ses responsabilités. Une chaîne de solidarité efficace et forte s'est tissée tout autour de la RCA. Vous avez vu, la Russie a réagi en premier. Le Rwanda est entré dans la danse avec plus de 2000 hommes. La Russie a renforcé ses instructeurs en RCA en dotant l'armée centrafricaine dans le cadre des accords bilatéraux de matériaux militaires pour faire face à cette rébellion, à ce groupe de voyous qui, pendant quelques jours, ont paralysé le corridor Douala-Bangui. Et donc, une fois cette synergie mise sur pied, ces derniers ont commencé la récupération des villes centrafricaines étape par étape. Et je puis vous dire que les choses ne seront plus jamais comme avant. Dans la zone de Bangansou, qui est une ville frontalière à la RDC Congo, le gouvernement congolais propose d'envoyer 1000 soldats pour sécuriser cette zone. Le gouvernement ougandais
propose aussi d'envoyer 1000 soldats vers la frontière du Soudan. Le gouvernement camerounais a déjà posté plus de 1500 éléments à la frontière avec le Cameroun, entre le Cameroun et la RCA. Et la chaîne de solidarité se complète, mes très chers frères. Ce qui va créer un effet compression. Cet effet compression va être piloté de l'intérieur par les forces russes, les forces onusiennes et les FACA. Cet effet compression est à l'origine de la débandade des troupes de la CPC de François Bozizé, qui aujourd'hui erre dans la forêt équatoriale. Il erre comme un rat, comme un chien. Ce monsieur à qui le président Touadéra a donné une ultime chance de se racheter auprès du peuple centrafricain, a refusé cette ultime chance pour aller errer dans la brousse, pour aller déambuler dans la brousse à son âge. Et donc, voilà, l'armée centrafricaine, mes chers amis, est à point. La chaîne de solidarité internationale et panafricaine qui s'est tissée autour des institutions centrafricaines vaincra le mal. Le professeur Touadéra l'a dit, la main tendue est retirée. Il a tendu la main pendant 4 ans, il a négocié avec les groupes rebelles parce qu'il espérait que ces derniers allaient rejoindre la République. Ceux des groupes rebelles qui ont rejoint la République et qui ont facilité le processus électoral redeviennent des citoyens normaux, au même titre que tous les autres citoyens centrafricains. Mais ceux des groupes rebelles qui sont dans cette folie de la CPC seront traqués jusqu'à leur dernier retranchement. Parce qu'en toutes circonstances, force restera à la loi. Alors, force qui restera donc à la loi, ou du moins cette force qui se fait déjà remarquer par le déploiement des FACA et surtout de l'armée russe et surtout cette synergie africaine. On ne va pas oublier de le mentionner ce matin. On a donc pu récupérer déjà quelques territoires entre les mains des rebelles armés du côté bien sûr de la République centrafricaine. Et nous invitons d'ailleurs nos téléspectateurs ce matin à nous rejoindre via le standard qui voilà, s'ouvre donc à l'instant pour vous permettre aussi, chers téléspectateurs, de nous rejoindre dans cette émission et apporter votre contribution à ce qui se passe actuellement en République centrafricaine. Les groupes armés qui voilà, prennent la poutre d'escampette à l'arrivée justement de ces forces de défense. Ça a été le cas d'ailleurs pour le cas de figure Gabouri où justement avec la riposte, l'offensive, on va le dire ainsi, des FACA et bien sûr des forces armées russes, ces derniers n'ont pas eu d'autre choix que de s'enfuir. Madame, il faut voir dans la débandade de ces mouvements rebelles dans les forêts et les savanes centrafricaines, la puissance de feu des forces armées centrafricaines, durement formées, âprement formées par des experts russes. Je pense que nous sommes là en présence d'un phénomène qui doit constituer réellement un effet domino en Afrique. Parce qu'il y a certains États aujourd'hui en Afrique qui continuent d'espérer sa défense, de reposer sa défense sur les accords de défense avec la métropole, avec la mère patrie, avec la France. La débandade des mouvements rebelles centrafricains, ce n'est que le début. C'est-à-dire, c'est le début d'un rouleau compresseur qui a été engagé. Je suis d'avis avec M. Ndiawe quand il dit ceux des rebelles qui ont choisi le CPC, ceux des rebelles qui ont choisi le MPC, les 3R et tous pour déstabiliser la République centrafricaine auront en face d'eux désormais une armée professionnelle et une armée qui est capable de défendre les frontières et même l'intérieur de son pays. C'est le but et c'est le rôle que les experts russes sont en train de jouer en République centrafricaine. La débandade des forces des mouvements rebelles dont vous parlez, Madame Linda,
C'est le résultat d'une formation accrue. C'est le résultat d'une coopération bilatérale vraie, palpable. C'est le résultat d'un engagement du gouvernement à vivre en paix, à assurer désormais la paix et la stabilité dans un pays, à assurer désormais la protection des personnes et des biens centrafricains. La Centrafrique, Madame Linda, offre un spectacle désolant. C'est l'un des pays du monde, disons-le, l'un des pays africains où il y a eu l'alternance démocratique telle que prônée par l'Occident. Vous avez aujourd'hui, je pense, nous sommes au 8e chef d'État. Il y a eu alternance démocratique des chefs d'État en République centrafricaine. Mais où se trouvent les Centrafricains avant l'arrivée du professeur Faustin-Archange Touadéra? Ils étaient au même endroit où ils étaient, pour ne pas dire moins que ce que le colonisateur est venu trouver sur place. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le changement d'homme à la tête du pouvoir de Bangui n'a pas résolu le problème. Et vous comprenez la raison pour laquelle il fallait, à un moment donné, pour l'impérialisme et pour les suppôts locaux, faire débuster le président Faustin-Archange Touadéra pour installer un autre suppôt de l'impérialisme. C'était Bozizé le pion. Le plan A, c'était Bozizé. Dologuélé, c'était le plan B. Donc, ce qui a lieu, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est qu'en République centrafricaine, la débandade des mouvements rebelles est une preuve que le pouvoir centrafricain désormais a pris la mesure de la chose et a adopté l'attitude qu'il faut. L'attitude qu'il faut en République centrafricaine aujourd'hui, Madame Linda, c'est d'aller en guerre contre les fauteurs de troubles. C'est d'aller en guerre contre ceux qui ne veulent pas le développement de la République centrafricaine. C'est d'aller en guerre. Moi, je pense que la Centrafrique a besoin de traiter. 5 ans pour le président Touadéra, je pense que c'est peu. 5 ans, c'est peu. Parce que c'est un monsieur qui est parti chercher la Centrafrique. C'était loin. Regardez un peu le pays. Un pays qui est le plus riche. Mais regardez, ce que je vois là-bas, là, je vois seulement la terre rouge, la poussière, comme à Congo poussière. Regardez, les Français ont pillé ce pays jusqu'à... Les Centrafricains, eux-mêmes, ils n'ont rien. Et Bozizé, c'est quelqu'un, en tout cas, il faut tuer ce monsieur. C'est clair. Parce que nous ne pouvons plus rester là. La France va manipuler, venir manipuler nos frères, et puis nous tue. Nous sommes là. Bozizé, c'est quelqu'un, il faut le déshabiller, ou se trouve sa prostate là, on prend le briquet, on allume là, on va voir s'il va crier. Parce qu'il tue nos frères et nos soeurs là. Il faut qu'on fasse ça à Bozizé. On le déshabille devant tout le monde. Et on prend le briquet, on met où se trouve sa prostate là. Il dit qui ses frères. Et monsieur, regardez, il a quel âge? Il a quel âge? Il se fait manipuler par la France pour venir tuer ses frères. Maintenant, les Africains là, ceux qui sont manipulés, ceux qu'on les manipule, il faut les tuer. On ne peut plus supporter ça. Ça, c'est trop. Alors, 15 ans pour le président Touadéra, c'est peu. Il va rester au moins 15 ans, 15 ou bien 20 ans. Parce que c'est un qui parle de démocratie, Baki Kadhafi, qui donnait tout à son peuple. Aujourd'hui, ils ont tué ce monsieur. Regardez le pays. Donc, il faut revoir ça. Leur démocratie, on ne veut plus de ça. Mais je vous remercie pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. PDG, I love you. Merci, merci, merci. Bye bye. Monsieur Roland Kenny, bonjour. Est-ce que nous avons Monsieur Roland Kenny? Bonjour. Oui, bonjour Linda Dedi. Bonjour aussi aux panélistes. Maître Janvier Momo. Alors, en fait, je ne sais pas pourquoi, concernant le chapitre de la Centrafrique, ce chapitre géopolitique historique et inédit, on évite toujours l'essentiel. Comment l'Organisation des Nations Unies supposée être crédible
Donc, supposé crédible, va mettre sous embargo un pays qui est attaqué par des rebelles qui ont des armes de dernière génération. Est-ce que ce n'est pas une contradiction pour une unité, une organisation qui prône la paix? Moi, je pense sincèrement, en tant qu'Africain observateur aguerri, qu'il faut enlever la MINUSCA de l'ONU, la MINUSCA de la Centrafrique. Alors, il faut par contre laisser la Russie et laisser aussi les autres pays, les armées d'autres pays agir, mais pas sous la protection, pas au nom de la MINUSCA, donc pas au nom de l'ONU. Donc ça veut dire les Rwandais qui sont là reviennent dans le cadre d'accords bilatéraux avec la Centrafrique, des accords directs, donc une coopération militaire directe, mais pas sous le couvert de l'ONU. Parce que quand eux ils viennent sous le couvert de l'ONU, l'ONU profite aussi pour mettre des armées qui ne jouent pas le bon jeu. Alors, est-ce qu'aussi on peut nous rendre compte sur la composition des militaires, des armées qui viennent agir au nom de l'ONU en Centrafrique? Comment ces armées sont choisies et pourquoi ces armées sont choisies? On entend qu'aujourd'hui, qu'il y a la Tunisie, qu'il y a l'armée française, il y a tout un mélange. Est-ce qu'on peut avoir un audit médiatisé, publié de la composition militaire étrangère qui intervient en Centrafrique au nom de l'ONU? Parce que on sait qu'il y a beaucoup qui jouent un mauvais jeu. La nuit, la journée, on se transforme en MINUSCA. La nuit, on peut entraîner les rebelles. Alors, on sème le flou. Il faut nettoyer tout ça. Et ça, les Russes le savent. Voilà pourquoi Touadéra est allé signer un accord militaire direct avec la Russie. Si les pays africains veulent aider la Centrafrique, ils doivent venir aider la Centrafrique, pas sous le couvert de l'ONU. Donc les Rwandais peuvent revenir, mais pas avec la casquette de l'ONU, donc pas au nom de la MINUSCA, parce que la MINUSCA est une comédie. C'est le même scénario qu'il y a au Mali, là où ils ont créé la MINUSMA pour s'aimer le flou. Et vous allez voir, quand la MINUSCA va partir, les choses vont commencer à être plus claires. Et là, on va commencer à savoir, les rebelles vont sortir de leur cachette, les témoignages vont sortir, ça va exploser parce que il faut que la MINUSCA parte. La MINUSCA ne joue pas un bon jeu. Sur la base de quoi? On ne sait même pas qui est là-bas, en fait. Tantôt, il y a des Portugais, tantôt... Mais est-ce qu'on peut avoir un bilan, un compte rendu de tout ça sur Afrique Média, si possible? La composition de la MINUSCA, s'il y a quel pays et sur la base de quoi ces pays sont choisis? Nous, on veut savoir tout ça. Il y a trop de flou. Et je pense que Touadéra, qui est un fin stratège, parce que lui, il est orienté solution, étant mathématicien, il est en train de réfléchir sur tout ça. Les Russes qui agissent en corner le savent. Ils savent qu'il y a le flou. La MINUSCA qui vient là vient pour s'aimer le trouble. Il faut enlever officiellement la MINUSCA. C'est quoi la procédure pour que Touadéra renonce à l'assistance de la MINUSCA pour aller avec des coopérations militaires directes avec les pays sérieux? Comment c'est possible? Donc voilà la solution. Je vais m'arrêter là. Roland Kenny, nous allons prendre Monsieur Douraïma. Vous êtes à Niamey, je crois que c'est au Niger. Bonjour. Oui, madame, merci à Afrique Média. Je suis content de suivre vos émissions. Honnêtement, c'est conscientisant et nous invitons tous les autres pays de l'Afrique de suivre l'exemple par rapport à la sécurisation des frontières. On s'entend, on m'écoute? Monsieur Douraïma? Allô? Allez-y, nous vous écoutons. Je dis, nous invitons tous les autres pays de l'Afrique de suivre l'exemple qui se passe au niveau de la Centrafrique par rapport surtout à la sécurisation des frontières. Je suis dans un pays sahélien. Tout ce qui se vit au niveau du Sahel comme insécurité, si les différents gouvernements se sont intéressés à l'exemple de la Centrafrique, chaque frontière, un certain nombre d'hommes, je pense que quand des bandits ou autre chose réagissent au Niger, avant d'atteindre le Mali ou le Burkina ou bien le Bénin, ils peuvent être interceptés. Perdu, Monsieur Douraïma. Nous allons prendre Delphin de Bujumbura. Bonjour et bienvenue, Delphin. Allô? Allez-y, Delphin, nous vous écoutons.
Allô? Delphin, allez-y, nous vous écoutons. Bon. Ok, d'accord. Merci, merci ma chère sœur Linda. Je suis désolé, il y avait un peu de latence au niveau du direct. Donc, je vous adresse mon bonjour matinal et vous remercie les équipes de la régie et toi de m'accueillir une fois de plus à la maison. Je pensais ne pas durer, mais j'ai entendu mon frère Roland. Je vais un peu lui répondre, donc je vais un peu durer. Et je n'oublie pas de transmettre mes salutations, bien sûr, aux deux invités, Maître Momo d'une part, et notre frère en particulier, parce que c'est son pays qui est à l'honneur ce matin, notre frère Jules Njaoué. Donc, j'aimerais d'abord répondre au frère un peu Roland. Bien sûr, les deux panélistes pourront compléter. En fait, la RCA n'a pas encore atteint la situation, on va dire, d'un pays comme mon petit Burundi, qui, lui, peut se permettre de ne pas avoir de base militaire étrangère sur son sol. Néanmoins, à court terme, ce qui a déjà été fait grâce notamment à l'alliance stratégique, géostratégique avec la Russie, c'est que le contingent de la MINUSMA n'est plus au service de la France comme il l'aura été depuis, on va dire, la présidence de François Hollande, soi-disant démocrate. Donc il y a des troupes qui ont été apportées grâce à la pression russe, des nouvelles troupes qui sont indépendantes des déstabilisations de l'Élysée. Donc il y a mes propres compatriotes burundais, il y a mes cousins, on va dire, du Rwanda. Et il faut rappeler à l'époque déjà que la sécurité rapprochée du président Touadéra a d'abord été effectuée par des Burundais et ensuite par des Rwandais et aujourd'hui par des Russes. Ajouter à cela l'arrivée des troupes camerounaises, comme l'a indiqué M. Njaoué, ainsi que des troupes congolaises et des chefs d'État de la sous-région qui apportent leur soutien déjà à leurs petits frères. Je peux citer comme ça M. Déby, M. Obiangema, M. Biya. Et donc tout ça fait que la parité stratégique n'est plus à l'avantage de ces assassins en col blanc qui sont à l'Élysée et au Quai d'Orsay. Donc à partir de là, nous avons de quoi être optimistes, même si effectivement la présence française au sein de l'ONU doit nous obliger à rester vigilants. Mais en tout état de cause, nous ne pouvons pas dire que la France a toujours les mêmes possibilités de gêner le président Touadéra comme pendant son premier mandat. Ceci ayant été dit, moi j'aimerais insister sur deux choses et j'invite notre cher frère Jules Njaoué, qui a ses entrées jusqu'au président Touadéra, de discuter de ceci avec lui. Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans les détails vu que nos stratégies doivent aussi être préservées et ne pas être étalées sur la place publique. Donc, mon cher Jules Njaoué, j'aimerais vous inviter, s'il vous plaît. Bon, je pense que vous y avez déjà pensé, mais j'aimerais insister là-dessus. Il faudrait que le président Touadéra, outre le fait d'avoir mis le vêtement du chef suprême des armées, bien sûr, ça c'est normal, mais il faut aussi effectuer un toilettage au niveau de votre constitution, parce que telle qu'elle est en l'état aujourd'hui, je pense qu'elle facilite les déstabilisations et il faudrait la modifier, notamment au niveau de la modalité des mandats, parce que j'ai cru comprendre lors de la récente élection que si l'élection n'avait pas eu lieu à la date à laquelle elle avait eu lieu, eh bien aujourd'hui, il n'y aurait plus de chef d'État de façon légale au sommet de l'État. Et ça, franchement, il faut vraiment effectuer une révision. Sinon, nous pouvons craindre des déstabilisations futures. Et ça, ce n'est plus acceptable. Donc voilà, ma chère Linda, je ne vais pas monopoliser le micro. Je vous le restitue et puis je vais suivre le reste de l'émission. Et donc, Afrique Média, Le Monde, c'est nous. Merci à vous, Delphin de Bujumbura. Nous allons prendre un appelant depuis Libreville au Gabon. Il s'agit de Jean Clément. Bonjour et bienvenue. Jean Clément, bonjour. Oui, bonjour. Il y a quand même des
comprendre à notre téléspectateur parce que la qualité sonore de cet appel ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout. Hein. Donc, désolé Jean-Clément. Veuillez peut-être nous rappeler le temps que tout se remette véritablement en place de votre côté. Et de suite, nous prenons Peters depuis l'Écosse. Bonjour. Monsieur Peters, bonjour. Bonjour, Madame Linda. Excuse-moi, je ne peux pas le retour. Et puis, merci beaucoup, Constantin. Je salue Maître Momo. Et puis, votre invité, Monsieur Diawi. Voilà. Je veux donner mon petit avis sur cette thématique. Mais moi, c'est, comme on dit en français, c'est sa langue de bois. J'ai compris une chose dans le conflit de la République de Centrafrique, c'est que ceux qui sont à l'ONU, je parle surtout de la France et ses complices de l'OTAN, ont volontairement, comment on appelle ça, pris des embargos sur la République de Centrafrique pour permettre ce qu'on appelle dans le jargon géopolitique, on appelle ça conflict business model. Donc, vous voyez, le conflit business model, c'est tout simplement créer un chaos dans un pays en faisant éclater plusieurs groupes armés. Du coup, le gouvernement en place panique et on vient comme des faux firemen, comme on dit sapeurs-pompiers, pour venir soi-disant créer le paix. On crée des lignes de démarcation et puis ces mêmes pays qui ont voté les lois de embargo ont des sociétés sous-traitantes qui sont elles-mêmes complices avec les membres des militaires que l'ONU envoie, ce qu'on appelle MINUSCA ou MINUSMO, comme ils ont fait également en Côte d'Ivoire, ONUCI. Donc, ces mêmes groupes armés traitent avec les membres de la MINUSCA qui laissent passer, et souvent même, je dis bien souvent parce que c'est le rapport qu'on m'avait envoyé, vendre leurs âmes aux rebelles. Vous comprenez? C'est incroyable. Vous voyez? Et je suis très heureux que le président ait changé ait gagné les élections maintenant qu'il va faire comme M. Bachar el-Assad, c'est-à-dire signer un vrai accord militaire pour permettre à son pays de se défaire de tous ces, comment je peux appeler ça, ces vampires, parce que les vampires, c'est eux qui sucent le sang. Donc, on suce le sang de Centrafrique, le sang économique. Vous voyez, ces 14 groupes armés ont fait que de revendications économiques. À aucun moment, ils ont parlé d'un État uni de la Centrafrique. Non, parce qu'ils voulaient que ça reste comme ça, sous les ordres de ceux qui les avaient mandatés. Aujourd'hui, grâce à la Russie, grâce également à certains États qui ont voulu s'impliquer, et je dis c'est un peu trop tard parce que je ne veux pas citer le nom de ces pays, mais ce sont des pays voisins de Centrafrique, où certains généraux de ces pays sont complices avec les rebelles, parce qu'il y a des trafics d'armes, de diamants, de trafic de pétrole, de trafic de carburant, vous comprenez? Le problème centrafricain est complexe et les Russes l'ont bien vu, et ils ont bien vu, alors c'est pourquoi ils ont envoyé des messages codés à ces présidents concernés de cesser cela, sinon eux-mêmes, ils peuvent avoir des problèmes. Donc du coup, chaque pays s'est levé pour dire je vais envoyer mon contingent, je vais envoyer mon contingent, je vais envoyer mon contingent. Vous savez pourquoi? Parce que la Russie a vu comme cela s'est passé en Syrie, je vais terminer vite fait, en Syrie, où on a compris qu'il y avait des États complices comme le Turkish qui avaient essayé d'alimenter Al-Qaïda et Daesh, etc. Donc c'est le même cas pour le Centrafrique. Et vous allez voir que ce conflit va disparaître complètement de l'histoire de la Centrafrique et on va rentrer dans un processus de réconciliation d'ici le mois de mars. Je dis merci beaucoup et à très bientôt. Bye. Vous, Monsieur Peters, de nous avoir appelé ce matin, ce qui nous permet de revenir donc sur ce plateau pour la suite de Ligne Rouge, qui se fera naturellement avec le résumé, ou du moins les grandes unes des journaux ce matin. Mais bien avant quand même, une question qui taraude les esprits des uns et des autres. Jules Diawe, tout à l'heure, vous êtes revenu en tant soit peu sur les différents soutiens des pays africains
au niveau des frontières. Vous avez parlé du Congo, vous avez parlé de l'Ouganda, et même du Cameroun. Et je voudrais qu'on s'attelle un temps soit peu sur ce renfort des Camerounais au niveau des frontières. Il se trouve justement qu'il y a 3 gendarmes camerounais qui ont été kidnappés par ces rebelles. Qu'en est-il? Vous savez, dans un conflit comme celui-là, la stratégie et le renseignement sont des éléments fondamentaux. Il y a quelques semaines, il y avait une image des soldats centrafricains traversant la frontière, les armes levées, qui se baladaient, et des médias du mal, des médias apocalyptiques, France 24, RFI, ont dit que ces soldats avaient fui le front, que ces soldats avaient été mis en déroute par les forces 3R CPC du malfrat Bozizé, ce qui est pourtant faux. Ils savaient simplement, comme je disais, la guerre c'est la stratégie. Lorsque l'état-major centrafricain a constaté que la brousse, toute la forêt qui jonche le corridor était envahie par les rebelles, elle a déployé une stratégie qui consistait à éviter que les armes et les munitions des forces loyalistes qui pouvaient être pris dans une embuscade se retrouvent entre les mains des rebelles. L'état-major a simplement demandé aux forces loyalistes installées à Beloko de traverser la frontière et de sécuriser le matériel militaire pour éviter que les rebelles ne le récupèrent pour continuer leurs exactions. Le temps que les renforts et la riposte s'organisent. Voilà ce qui a donné lieu au spectacle qui a été interprété par les médias apocalyptiques comme étant une débandade, une fuite. Non, la preuve, les villes ont été récupérées. L'état-major de l'armée centrafricaine, dans sa stratégie, qui consiste aussi à asphyxier les rebelles. Parce que vous voyez que lorsque, dans le côté Cameroun, la frontière est balisée, sécurisée, filtrée, les munitions ne pourront plus entrer. Le carburant pour alimenter les véhicules des rebelles ne pourra plus entrer. Ouais. Vous voyez, on les asphyxie dans la forêt. Je vous ai dit que Bozizé va mourir comme un chien errant. Il n'a plus d'issue. Il est traqué. Je vous assure, il va mourir comme un chien errant. Et donc, les forces camerounaises, bien formées, spécialistes en la matière, ont déployé une stratégie de renseignement qui s'appelle l'infiltration. Donc les 3 éléments ont simplement été infiltrés. De l'autre côté, ça a permis, cette infiltration a permis d'avoir un certain type de renseignement stratégique qui va par la suite permettre que les 2 États, les 2 armées travaillent en synergie pour contrer le mal. Et donc, c'est stratégique. On ne va pas tout déballer sur un plateau de télévision, mais nous voulons simplement faire passer un message à ceux-là qui font la promotion, l'apologie du terrorisme, du banditisme, de la guerre. Nous voulons leur faire comprendre qu'en face, il y a des intelligences. Même si les forces exogènes entrent en concubinage incestueux et désastreux avec des forces endogènes comme les idiots et les cancres de Bozizé,
il y a encore des Africains, il y a encore des Centrafricains, il y a encore des Camerounais qui ont tout leur cerveau, qui ont toute leur tête en place pour peaufiner des stratégies capables de contrer toutes ces forces du mal, cette force destructive. Et d'ailleurs, je vous ai dit, le problème de rébellion en Centrafrique tire à sa fin. Le deuxième mandat est un mandat de réussite totale, de succès total, de reconstruction générale. Mais je vais vous dire, la traque ne va pas se limiter à Bouzizi. La traque ne va pas se limiter aux rebelles de 3R, du CPC. L'Afrique doit traquer les commanditaires, les principaux commanditaires. Et ces principaux commanditaires sont d'abord des forces endogènes. Karim Mekassoua, qui est l'ami personnel de Le Drian, doit être traqué, interpellé et conduit dans un tribunal. C'est lui qui nourrit en ce moment toute cette déstabilisation. La jeunesse centrafricaine, la jeunesse panafricaine doit s'unir, doit se regrouper. Et d'ailleurs, nous allons convoquer un congrès à Bangui dans les jours à venir. Nous irons l'arrêter de nos mains, sans armes. Et nous allons le livrer à la justice. Parce que voilà les gens qui déstabilisent la RCA. Il a juré d'être président coûte que faille. Il a peaufiné une stratégie avec ses amis qui a piégé l'idiot de Bouzizi. Un con. Il s'est fait piéger une fois de plus par Mekassoua et sa bande. Parce que la stratégie consistait simplement que, une fois que la rébellion allait arriver à Bangui, ils allaient exécuter Bouzizi pour que Mekassoua prenne le pouvoir. C'est la stratégie qui était organisée par Mekassoua et ses forces exogènes. Et donc, maintenant que nous connaissons la source du mal, nous allons traquer la source du mal. Mekassoua n'a plus le droit de résider dans le territoire centrafricain. Il n'a plus le droit à la liberté. Nous devons l'attaquer de front. J'en appelle à l'intelligence des jeunes centrafricains. Il est au kilomètre 5. Nous devons l'attaquer de front. Il n'a qu'à s'organiser avec sa cohorte de bandits armés. Mais nous allons les affronter. Trop, c'est trop. Trop de sang ont coulé. Mekassoua, vous connaissez les chiffres. C'est 0,01% à toutes les élections. Mekassoua, vous connaissez l'incompétence. Plusieurs fois ministre dans les différents gouvernements en Centrafrique, il n'a jamais rien réalisé. Tout ce qu'il veut aujourd'hui, c'est d'arriver au pouvoir. Arriver au pouvoir sur le sang des Centrafricains. Nous en avons marre. Nous en avons marre. Nous lançons un vibrant appel à la communauté internationale. J'en profite pour saisir une fois de plus Manken Ndiaye, le représentant des Nations Unies en Centrafrique, le représentant spécial. Monsieur le représentant, si l'ONU ne peut pas mettre hors d'état de nuire des individus comme Karim Mekassoua, la jeunesse centrafricaine va s'en occuper. La jeunesse centrafricaine va s'en occuper. Nous commençons à en avoir marre. Nous avons besoin d'un avenir pour nos petits frères. Nous ne voulons pas que des individus comme cela continuent de sacrifier l'avenir des jeunes centrafricains. Nous avons besoin de jouir de nos richesses. Nous avons besoin de l'éducation pour nos enfants. Nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la relance économique. Et tout cela passe par la paix. Monsieur le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU, allez lui porter ce message. La jeunesse centrafricaine en a marre.
Elle a marre, elle ne veut plus gérer, digérer les manquements, les idioties des gens comme Mekassoua Karim, qui passent le temps depuis des décennies à semer la mort aux côtés de Bozizé. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Et nous sommes décidés. Nous prenons à témoin la communauté internationale. Nous allons agir parce que nous sommes prêts. Nous sommes formés. Nous avons les moyens intellectuels de le faire. Nous irons arrêter Mekassoua les mains libres. Les mains libres. Notre leader, Blé Goudé, disait, les mains libres, quelqu'un cherche les palabres, nous on fait. Palabres là, on va faire avec Mekassoua. Merci Jules Ndiaoui, et votre message, nous l'espérons, n'est pas rentré dans les oreilles de sourds. Et pour rester dans le même sillage que vous, pour rester dans le même sillage de cette solidarité africaine de la sous-région que nous avons vu durant justement la période consacrée au processus électoral en République centrafricaine, on va le dire, cette synergie africaine se poursuit. D'ailleurs, nous avons le Cameroun qui ne dort pas sur ses lauriers, mais aussi la Guinée équatoriale. Et justement, nous avons en image Ferdinand Ngongo du Cameroun qui est donc allé rencontrer le président de la République de Guinée équatoriale pour justement parler de la crise centrafricaine, pour qu'ensemble ils essayent de mettre sur pied d'autres stratégies afin bien évidemment de débouter totalement ces groupes armés. Maître Janvier Momo. À ce niveau, Madame Linda, il ne s'agit plus de diplomatie au niveau de la CEMAC, il s'agit de la synergie. La synergie, on laisse la diplomatie de côté. Synergie, cela veut dire tranquillement que tous les chefs d'État de la CEAC comprend en son sein la CEMAC, tous ces chefs d'État sont entrés dans une synergie, c'est-à-dire dans la conjugaison des efforts communs. Quand on parle des efforts, ce sont des efforts logistiques. Ce sont l'ensemble de tout ce qu'on peut déployer pour apporter la paix en République centrafricaine. Alors, le chef de l'État du Cameroun, son Excellence Paul Biya, a dépêché en urgence auprès du président Obiang le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, porteur d'un message confidentiel pour organiser la paix en République centrafricaine. La paix à tous les prix en République centrafricaine. Et n'oubliez pas, l'histoire ne ment pas. En décembre 2017, il y a un coup qui est parti. Des mouvements rebelles qui se sont constitués en République centrafricaine ont pris le corridor du Cameroun et se sont retrouvés acquis aussi à une quarantaine de kilomètres de la Guinée équatoriale, de la présidence, du village du président équato-guinéen. L'objectif c'était quoi? C'était d'assassiner le chef de l'État équato-guinéen avec toute sa famille qui devait se retrouver en ces lieux pour la Saint-Sylvestre. Donc, c'est une conjugaison, c'est une synergie qui a sa raison d'être. Synergie qui a pour but d'apporter la paix en République centrafricaine, d'apporter la paix au Cameroun, d'apporter la paix en Guinée équatoriale. Vous savez, lorsque la barbe du voisin brûle, ne mouillez pas seulement la vôtre, il faut l'assister pour éteindre. Donc, la mission secrète du ministre d'État secrétaire général à la présidence auprès du président Obiangema, c'est pour apporter la paix en République centrafricaine. C'est pour épiloguer l'ensemble des moyens qu'il faut mettre à disposition pour qu'enfin la République centrafricaine retrouve la paix. Je pense qu'à ce niveau, il y a lieu de féliciter cette synergie. Nous l'avons dit à l'entame. C'est une synergie qui a contribué, qui a permis non seulement que les élections se tiennent en République centrafricaine, et il faut le dire, l'objectif des mouvements rebelles et de l'impérialisme, c'était d'empêcher les élections, la tenue des élections. Et comme la constitution brinque-ballante, taillée sur mesure par Samba Panza, dit en ceci que lorsque l'élection ne se tient pas, on entre dans une phase, dans un boulevard vide. En République centrafricaine, il fallait passer par ce corridor pour déstabiliser ce pays. Et en déstabilisant la République centrafricaine, le Cameroun devait être à feu et à sang. Le Tchad devait être à feu et à sang. La République démocratique, le Congo devait être à feu et à sang. Et la Guinée équatoriale. Donc,
la présence du ministre secrétaire général, du ministre d'État secrétaire général à la présidence à Malabo auprès du président Obiang, c'est la suite, c'est le jusqu'au boutisme, c'est la fuite en avant de cette synergie entre les différents chefs d'État pour retrouver la paix en République centrafricaine. Vous allez dire, vous l'avez dit tantôt, lorsqu'il s'agit de synergie, on met la diplomatie de côté, alors les chefs d'État, c'est le tête-à-tête ou des émissaires spéciaux pour parler à leur pour que la Centrafrique retrouve enfin la paix. C'est cette continuité entamée avant, bien sûr, l'élection présidentielle en République centrafricaine. Nous avons également vu le même mot d'ordre donné par le président en exercice de la CEAC, Denis Sassou Nguesso, qui avait justement demandé à ce que les pays africains, frères et africains, puissent soutenir, ne serait-ce que sur le plan sécuritaire, la République centrafricaine. Et là, la diplomatie se met donc de côté pour mettre hors d'état de nuire ces bandits de grands chemins. Et donc j'invite nos téléspectateurs et vous d'ailleurs à prendre ces morceaux choisis de cette rencontre entre le SGPR du Cameroun et bien sûr son excellence Théodore Obiang Nguema de la Guinée équatoriale. Au menu, la sortie de crise de la République centrafricaine. El encuentro de recibimiento al enviado especial del presidente camerunés, Su Excelencia Paul Biya, ha sido desarrollado en el Palacio del Pueblo de Malabo por Su Excelencia Obiang Nguema Mbazoa, jefe de Estado y de Gobierno, en presencia del ministro de Estado a la presidencia del Gobierno, encargado de la integración regional Baltasar Ngongejo. La reunión en cuestión ha servido para que Ferdinand Ngongo, ministro de Estado, secretario general de la presidencia de Camerún, pudiese efectuar al jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiang Nguema Mbazoa, la entrega del mensaje textual enviado por su homólogo y hermano camerunés, Su Excelencia Paul Biya. Apuntar que este mensaje se encuentra en el marco de las excelentes relaciones de amistad, hermandad y cooperación que desde hace tiempo atrás unen a los pueblos y gobiernos de Yaoundé y Malabo. Pour votre présence, je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le Président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang, qui m'a fort bien reçu. Et l'objet de ma mission était de porter un message du président Paul Biya à son frère et ami, le président Obiang Nguema, un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre el Camerún y la Guinea Ecuatorial. El encuentro ha servido asimismo para hablar de otros asuntos como la lucha contra la piratería, el terrorismo en general, además de la crisis provocada por la COVID-19. Ministro de Estado, Secretario General de la República, el enviado especial de Su Excelencia Paul Biya, presidente de la República. Il va bien, Monsieur le Président de la République, demander de vous présenter ses vœux les meilleurs pour 2021. Il m'a également chargé de vous donner de sa part un message. Merci pour votre présence. Je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le Président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le Président Obiang, qui m'a fort bien reçu. Et l'objet de ma mission
était de porter un message du président Paul Biya à son frère et ami, le président Obiang Nguema, un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Okay, merci. Merci pour votre présence. Je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang, qui m'a fort bien reçu. Et l'objet de ma mission était de porter un message du président Paul Biya à son frère et ami, le président Obiang Nguema, un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Okay, merci. Voilà, c'était donc en image l'effectivité de cette visite, cette rencontre entre le Cameroun et la Guinée équatoriale, avec bien sûr, on le disait encore au menu des échanges du moment de cette coopération, la crise centrafricaine. Alors, Jules Ndiaoué, quand on parle justement de cette crise centrafricaine, il y a toujours j'ai envie de dire, les nationalités des rebelles qui reviennent, même quand ça a été le cas lors de ce coup d'État manqué en 2017 du côté de la Guinée, aux frontières de la Guinée équatoriale. L'on a toujours parlé des ressortissants centrafricains, ressortissants tchadiens et quelquefois des Soudanais. Et cette fois-ci, ça revient encore. Mais sauf qu'il y a un ajout, on parle des Peuls qui viendraient du Cameroun. Et justement, quand on essaye de faire un schéma, cela renvoie aussi à ce plan de déstabilisation machiavélique de la sous-région Afrique centrale, passant justement par le mouvement de libération du Cameroun, un autre groupe rebelle. Écoutez, madame, je vous ai dit, tout ça émane d'une stratégie. Les forces exogènes sont en train de perdre le contrôle de l'Afrique centrale. Les forces exogènes, leur plus gros capital, c'est l'Afrique centrale. C'est contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, ce n'est pas l'Afrique de l'Ouest. Parce que l'Afrique de l'Ouest, c'est certes 12 ou 13 pays, mais qui ne produisent rien, qui ont un sous-sol pauvre, et donc qui ne rapportent rien aux forces exogènes. Donc, c'est l'Afrique centrale, le puisoir, les réserves du futur des forces exogènes, le marigot. Et comme cette Afrique centrale, depuis bientôt 10 ans, avec l'arrivée d'Afrique Média dans l'arène médiatique, ces forces exogènes sentent cette Afrique centrale leur échapper. Depuis la résistance que le président Obiang Nguema a opérée dans la gestion de son pétrole, vous voyez, ils ont compris que les choses s'enchaînent. Et donc, il fallait coûte que faille déstabiliser la sous-région Afrique centrale. Et cette déstabilisation a pris corps parce que beaucoup de nos dirigeants ne font pas franc jeu. Il faut qu'on le dise. C'est nos dirigeants. Ils ne font pas franc jeu. Vous savez, lorsque le fou de Bozizé a été... Le fou, je l'appelle le fou parce qu'il manque... Je crois qu'il est devenu sénile. Et c'est vrai que scientifiquement, il est démontré qu'à plus de 75 ans, si on n'a pas un suivi précieux, on peut devenir sénile. Et je pense que Bozizé est devenu sénile. Mais lorsqu'il fut chassé du pouvoir par les Séléka, on se souvient que à l'époque, les forces tchadiennes avaient été indexées. Nous en avons débattu longuement sur Afrique Média. Nous sommes allés à la rencontre du président Déby, qui nous a expliqué un certain nombre de choses. Récemment encore,
En Guinée équatoriale, nous avons appris, en fait, nous avons vu des généraux tchadiens et des anciens soldats centrafricains mêlés dans la danse. Et vous avez vu où nous a conduit les pistes du coup d'État manquées en Guinée équatoriale. Ça nous a conduit vers un certain pays dit des droits de l'homme et des libertés. Vous voyez en Centrafrique, les coups d'État manqués nous reconduisent vers le même pays avec le même acteur. Donc vous comprenez que il n'est pas que simplement question d'enlever un homme qui s'appelle Touadéra du pouvoir, d'enlever un homme qui s'appelle Obiang Nguema du pouvoir, d'enlever un homme qui s'appelle Paul Biya du pouvoir. Non. Il est question de déstabiliser toute une région, sociologiquement, économiquement, humainement. Il faut les déstabiliser pour maintenir un droit de contrôle sur les matières premières et les ressources, pour empêcher que ces zones se développent, pour empêcher que ces leaders tissent des liens avec d'autres courants de pensée qui puissent engendrer une dynamique de développement mental, structurel, économique et humain. C'est de ce dont il est question. Et donc, c'est pour cela que je vais interpeller le président Sassou Nguesso. Je vais en profiter pour l'interpeller sur ce plateau. Mais Kassouma Chabangui, il dit que son parrain c'est Sassou Nguesso. Il dit que Sassou Nguesso est son parrain. Il dit que son principal financier s'appelle Denis Sassou Nguesso, le président Sassou Nguesso, grand bâtisseur. Et il l'entend. Il laisse croire à qui veut l'entendre que le Congo-Brazzaville et la France feront de lui un président en Centrafrique. Donc vous pouvez comprendre qu'il faut faire attention. Ceux-là qui sont allés attenter au coup d'État manqué en Guinée équatoriale vous ont fait comprendre qu'il fallait que le président Obiang tombe pour libérer la Guinée équatoriale. Mais de libérer de quelle Guinée équatoriale? Une Guinée équatoriale prospère. Une Guinée équatoriale qui lui se bat contre la pauvreté. Vous voulez la libérer de quoi? Aujourd'hui, on entraîne les peuples camerounais dans une histoire de déstabilisation de la RCA avec un projet, la création du mouvement de libération du Cameroun pour venir renverser les institutions au Cameroun, pour faire un coup d'État contre le président Biya, au prétexte de quoi? De la liberté. Mais de quelle liberté? Qui est en prison au Cameroun? Les Camerounais travaillent. Les Camerounais veulent à leur occupation. Les Camerounais sont dans une démocratie. Quelle autre forme de démocratie on va nous imposer par les armes et les coups d'État? Vous devez donc comprendre que c'est la déstabilisation de l'Afrique centrale qui est planifiée. Cette déstabilisation est pilotée par les forces endogènes en concubinage incestueux avec les forces exogènes qui ont pour seul objectif de déshumaniser l'Africain central, de voler nos richesses, d'empêcher nos enfants de s'éduquer, d'empêcher un développement économique et de voler toutes nos richesses, les richesses de notre sous-sol. Voilà le seul but. Et voilà pourquoi le président Touadéra est victime de coups d'État à répétition. En l'espace d'un mois, 5 tentatives de coup d'État. Mais ces forces du mal devraient comprendre que le fusil a changé d'épaule, que les choses ne sont plus les pareilles. Ces méthodes ne passeront plus. Vous avez vu la jeunesse s'organiser pour riposter, pour contrer les coups d'État. Tous les différents coups d'État manqués en Centrafrique, c'est les populations. Lorsqu'un chef d'État est aimé, sa population veille. Elle se bat pour lui. Elle descend sur le terrain de combat avec ou sans armes. Vous avez vu dans des villages, les communautés, les chasseurs sont organisés. Les chasseurs se sont organisés
pour s'attaquer aux rebelles en Centrafrique. C'est ça la force du peuple. Parce que il est dit que lorsque le peuple est avec vous, c'est Dieu qui est avec vous. Et Dieu, c'est le peuple. Et c'est pour cela que le président Touadéra reste debout. Les institutions centrafricaines resteront debout. Ne vous trompez pas, mes frères. Le combat tire à sa fin. Nous devons rester solidaires. Madame, vous avez parlé des différentes nationalités. Je viens de vous expliquer l'objet de toute cette manipulation. Qu'est-ce que le président Déby gagnerait à s'attaquer à la RCA? À moins de 3 mois des élections au Tchad. À moins que le maréchal soit devenu fou. Ce dont je doute. Qu'est-ce qu'il gagnerait à piloter une rébellion contre Touadéra? En son temps, il avait ses raisons face à Bozizé, qui lui avait escroqué de l'argent. Mais est-ce que Touadéra a pris de l'argent à Déby? Non. Non. Alors, que gagnerait donc le maréchal? C'est de la manipulation. Le maréchal, aujourd'hui, gagnerait à se concentrer, à réorganiser le Tchad, à réorganiser les populations, à contrer les rébellions qui viennent du Nord. Voilà ces enjeux. Et aujourd'hui, on vous laisse croire que le maréchal Déby est mêlé aux exactions en Centrafrique parce qu'il ne faut pas que la synergie panafricaine se tisse. Parce que cette synergie, une fois tissée, va jouer contre les intérêts des forces exogènes. Et donc, il faut déstabiliser par la manipulation de l'opinion. En allant chercher quelques Tchadiens souffreteux, idiots, cons, cancres, en les déportant en Centrafrique, parce qu'ils parlent musulman, ils parlent arabe. C'est des arabes choix, en les mélangeant à quelques Soudanais, et en allant au Cameroun chercher quelques peuls idiots pour constituer une rébellion et présenter à la face du monde que le président Déby, le président Biya ne sont pas de mèche, ne sont pas en harmonie avec Touadéra, ce qui va entraîner sa chute. Manipuler, on voit comment. On sait comment les munitions retrouvent les rebelles en brousse, hélicoportés. D'ailleurs, permettez-moi de poser cette question. Lorsque la Russie est entrée dans la danse en Centrafrique, et que la Centrafrique a actionné les accords de coopération militaire avec la France s'est contentée de faire une mission de repérage, alors qu'elle avait repéré les positions des groupes armés, des rebelles. Et lorsqu'on a demandé à la France pourquoi elle n'a pas tiré, elle a demandé l'aval de l'Assemblée nationale. Mais entre nous, qui est bête, qui est con, lorsqu'un État est attaqué, si demain la Centrafrique prend feu, l'Assemblée nationale va siéger. Pourquoi ces gens continuent à nous prendre pour des idiots? Si demain, les rebelles entrent en Bangui, l'Assemblée nationale aura le temps de siéger, comment? Fort heureusement que le Rwanda était là. Fort heureusement que nos amis russes étaient là. Fort heureusement qu'aujourd'hui en Centrafrique, sur le terrain des opérations à la MINUSCA, il y a un Africain, un brave Africain, qui s'appelle Mankanjai, qui a donné l'autorisation aux forces portugaises de pilonner. Et ils ont pilonné. Ils ont pilonné à profusion. Et on a vu les résultats. On ne peut plus continuer à manipuler un peuple de cette manière. Non. Arrêtez la manipulation. France 24 doit arrêter sa manipulation. RFI doit arrêter sa manipulation. La prochaine étape de notre combat, nous, panafricanistes, après avoir combattu les forces endogènes, nous allons combattre les médias apocalyptiques. Nous allons demander à nos chefs d'État, dorénavant, pour avoir notre suffrage universel, de ne plus donner les autorisations à ces médias de mettre en Afrique, dans nos États. Nous en arrivons à cet état de choses. Trop, c'est trop. Ce que RFI et France 24 font au Cameroun, en Centrafrique, c'est inadmissible. Au Cameroun,
RFI fait l'apologie au crime dans la région du Nord-Ouest et Sud-Ouest, ainsi que France 24. En Centrafrique, RFI et France 24 ont fait l'apologie à la rébellion. Ces médias doivent être interdits des excès sur le continent. Nous, les jeunes Africains, nous allons prendre ce problème à bras le corps et nous allons le résoudre. Merci Jules Ndiawe. Nous pouvons comprendre justement cette colère qui se dégage face bien évidemment à ces ennemis du progrès du continent africain. Mais grâce bien sûr à cette synergie africaine, nous espérons bien évidemment libérer totalement l'Afrique du joug de ces déstabilisateurs. Nous espérons que l'Afrique retrouvera bien évidemment ses lettres de noblesse, grandeur nature. Alors maître Janvier Momo, pour sortir, parce que nous sommes pratiquement rendus à la fin de cette édition Ligne Rouge, peut-être revenir encore sur cette rencontre entre le SGPR du Cameroun, Ferdinand Ngongo, et bien sûr le président Obiang Nguema, parce qu'il faut le rappeler quand même, le Cameroun c'est le centre de l'Afrique, la Guinée équatoriale n'est pas très loin, et très souvent, pour atteindre certains objectifs de déstabilisation de cette sous-région, lorsqu'on a touché le Cameroun, effectivement, il y a un éclatement qui peut subvenir, et surtout en passant par la Guinée équatoriale. Non, vous savez, le Cameroun, c'est la bouche, c'est la porte d'entrée véritablement du golfe de Guinée. Et une porte d'entrée, la première dent de la porte d'entrée, c'est quoi? C'est la Guinée équatoriale. Donc, la synergie dont nous parlons entre les chefs d'État est la bienvenue. La bienvenue parce qu'elle est le seul moyen de résoudre ce problème sécuritaire qui sévit dans notre zone, qui sévit dans le golfe de Guinée. Tout à l'heure, dans son brillant exposé, Jules Ndiawe a dit le coup d'État de décembre 2017 en Guinée équatoriale trouve des fomenteurs, c'est-à-dire des auteurs, quelque part en Occident. Mais M. Jules Ndiawe, n'oubliez pas, on ne peut pas fomenter un coup d'État au Pullman à Paris sans que le Quai d'Orsay de Le Drian ne soit au courant. Mais de parler, allons droit au but en disant que le nouveau FOCA que Jacques-Yves Le Drian s'est engagé à remuer, à mettre à feu à sang le golfe de Guinée, et ils en veulent personnellement à la Guinée, ils en veulent personnellement, je dis bien à la Guinée équatoriale, ils en veulent personnellement au Cameroun. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la Guinée équatoriale et le Cameroun ont pris leurs responsabilités en main. Vous savez, le Cameroun est engagé dans cette entreprise, Madame Linda, de nationalisation de certaines structures, de certaines entreprises publiques. Alors, lorsque vous voyez le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, il a été l'un des acteurs avec le chef de l'État, Paul Biya, pour bouter Bolloré hors du port de Douala. Personne ne l'ignore. Et avec cela, ils ne peuvent pas recevoir les félicitations d'un certain Jacques-Yves Le Drian. Donc, le mouvement MLC, Mouvement de libération du Cameroun, qui a vu le jour en République centrafricaine, est parrainé par l'Occident, parrainé par ces forces exogènes que nous connaissons. Les forces exogènes, c'est quoi? Premièrement, la France veut conserver son marigot, elle veut conserver certains États dans son giron. Donc, il est opportun pour les États africains, il est opportun pour les pays de la CEAC, il est opportun pour les pays de la CEMAC de continuer cette synergie, Madame Linda, continuer dans cette synergie pour apporter la véritable paix, parce que ce n'est pas l'ONU qui nous apportera la paix. Ce n'est pas l'Union européenne qui viendra nous donner la paix comme un cadeau, comme les indépendances factices de 1960. C'est nous-mêmes qui allons conquérir la paix. C'est nous-mêmes qui allons conquérir notre liberté. Enfin, c'est nous-mêmes qui allons conquérir notre souveraineté. Je pense que cette synergie, elle doit être conjuguée et elle doit aboutir à ce que nous voulons, la paix totale, la tranquillité totale dans tous les pays de la CEAC, dans tous les pays de la CEMAC et dans toute l'Afrique. Merci à vous, maître Janvier Momo. Merci également à vous, Jules Ndiawe, d'être passé ce matin par la maison pour justement parler de ce sujet d'intérêt commun, à savoir bien évidemment la déroute de la déstabilisation de la République centrafricaine. Et il faut le dire, ce pays qui, jusqu'avant l'arrivée des instructeurs russes, ne pouvait pas véritablement compter sur son armée, mais grâce bien sûr
sûr à cette formation acquise des instructeurs russes, acquise justement du côté du partenariat de défense qui avait été d'ailleurs signé entre Marie-Noëlle Kouraya, ministre de la Défense centrafricaine, et bien évidemment l'autorité russe. On peut voir aujourd'hui que les FACA sont à même d'assurer l'intégrité territoriale du côté bien sûr de la République centrafricaine oui, je passe la parole tout à l'heure, Jules Jaoué, juste préciser qu'aujourd'hui, plusieurs villes commencent à être libérées de l'emprise, bien sûr, de ces bandits armés. Bambari, Bangassou et récemment encore, c'est bien évidemment Gamboula qui a été libéré, et les FACA, appuyés par les soldats russes, la MINUSCA, les soldats rwandais, assurent et réassurent que le combat ne s'arrêtera pas là, pas tant que un seul rebelle sera encore en vie, ou du moins aura encore l'esprit de créer la peur au sein des populations civiles. Jules Jaoué, pour sortir. Oui, pour sortir, je voudrais remercier le président Biya, qui est le premier président africain à adresser un message de félicitations pour la réélection du président Archange Touadéra. Si la régie peut passer ce message à l'antenne, ce serait bien pour que toute l'Afrique témoigne de cette solidarité, dans sa quintessence et son pouvoir majestueux, de rendre libres nos États et indépendants. Vous voyez qu'aujourd'hui, on n'attend plus que Paris, Washington, Londres ou Bruxelles adoubent une élection qui se passe sur le continent. C'est la preuve que nos chefs d'État ont compris que dorénavant, nos sorts sont entre nos mains. Notre destin nous appartient. Et un vibrant merci au président et sage de l'Afrique centrale, président j'ai nommé Paul Barthélemy Biya Bivondo. Merci encore. Et c'est sur ce que nous refermons cette édition Ligne Rouge. Merci à vous, chers téléspectateurs, de votre indulgence, et merci d'avoir été des nôtres. Ligne Rouge se referme. Les programmes se poursuivent sur nos antennes. Et justement, pour la suite, c'est en images. Bonjour. El encuentro de recibimiento al enviado especial del presidente camerunés, Su Excelencia Paul Biya, ha sido desarrollado en el Palacio del Pueblo de Malabo por Su Excelencia Obiangama Mbazoa, jefe de Estado y de Gobierno, en presencia del ministro de Estado a la presidencia del Gobierno, encargado de la integración regional, Baltasar Ngongejo. La reunión en cuestión ha servido para que Ferdinand Ngongo, ministro de Estado, secretario general de la presidencia de Camerún, pudiese efectuar al jefe de Estado y de Gobierno, Su Excelencia Obiangama Mbazoa, la entrega del mensaje textual enviado por su homólogo y hermano camerunés, Su Excelencia Paul Biya. Apuntar que este mensaje se encuentra en el marco de las excelentes relaciones de amistad, hermandad y cooperación que desde hace tiempo atrás unen a los pueblos y gobiernos de Yaoundé y Malabo. Pour votre présence, je suis venu en qualité d'envoyé spécial de son Excellence le président Paul Biya auprès de son homologue et frère, le président Obiang, qui m'a fort bien reçu. Et l'objet de ma mission était de porter un message du président Paul Biya à son frère et ami, le président Obiang Nguema, un message qui a trait au renforcement des excellentes relations de coopération qui existent entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. El encuentro ha servido asimismo para hablar de otros asuntos como la lucha contra la piratería, el terrorismo en general, además de la crisis provocada por la COVID-19.